Bonjour à vous, chers auditeurs éclairés. Bienvenue dans cette nouvelle émission, la deuxième de l'année 2026, où nous ouvrons un tout nouveau chapitre. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et animatrice consciente, pour vous servir aujourd'hui. Nos premières vedettes d'ordre psychologique, deux figures majeures qui ont transformé notre compréhension de l'esprit humain. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, et Abraham Maslow, le visionnaire de la pyramide des besoins et de l'accomplissement de soi. Deux hommes, deux approches, deux regards complémentaires sur ce qui nous habite, nous motive, nous blesse et nous élève. Deux explorateurs de l'âme humaine qui, chacun à leur manière, ont ouvert des portes que personne n'avait osé franchir avant eux. Commençons avec le retour numéro 1. Suite à notre table ronde céleste de la semaine dernière, j'ai pris un moment pour demander à Nostradamus s'il désirait m'aider à préciser mon don de la prophétie ou de le développer. Il a accepté. Je vous partage comment ça s'est passé. Un lieu ancien, circulaire, éclairé par la lueur chaude des chandelles. Au centre, une table en bois grande, couverte d'astrolabes, de manuscrits et de cartes du ciel. L'air sans l'encre, les herbes séchées et la pluie sur la pierre. Une silhouette s'avance, la part universelle de Nostradamus qui symbolise la lecture des cycles, la compréhension des signes et la capacité de voir au-delà du visible prend place. Il ne parle pas, il m'invite simplement à m'asseoir. Sur la table, il dépose trois objets symboliques. Une plume noire, elle représente la précision mentale, la capacité de traduire l'intuition en mots clairs, me dit-il. Il la pose devant moi comme pour dire, ton don se précise lorsque tu oses écrire ce que tu perçois. Ah, merci. Là, je l'ai fait passer dans mon canal, ça a vibré. C'est surtout en dessous de mes pieds que ça a changé, mon pied droit plus particulièrement. Puis ça a eu beaucoup de roses qui s'est installé. Puis en même temps, ça m'a amené une profondeur dans la terre supplémentaire, comme un nouvel espace qui s'est ouvert. Ensuite, il me propose un miroir d'argent. Il reflète non pas mon visage, mais mes ressentis profonds, mes pressentiments, mes micro-perceptions. Il m'invite à regarder non pas le futur, mais ce qui bouge en moi lorsque je me connecte au futur. Un petit sablier, elle symbolise le temps cyclique, le temps qui vient, le temps qui se répète. Il me rappelle que la prophétie n'est pas une prédiction, mais une lecture des tendances, des mouvements, puis des récurrences. Puis, d'un geste lent, Nostradamus place sa main au-dessus de mon plexus solaire. Bon, ça m'a soigné, ça l'a vidé, ça l'a changé de plan de dimension, mais ça m'a invité aussi à le ressentir encore plus en profondeur, le calme, la neutralité, la stabilité intérieure nécessaire à la vision juste. Puis, j'ai senti une clarté douce, comme si un voile se soulevait légèrement. Pas une respiration, mais un espace où mon intuition peut respirer. Il me transmet des messages symboliques. La prophétie n'est jamais un choc, elle est un murmure. Écoute ce qui chuchote. Ne cherche pas à voir loin, cherche à voir juste. Le futur n'est pas un secret, c'est un mouvement. Ressens le mouvement. Nostradamus dit, une vision n'est jamais un destin, c'est une tendance. Et toute tendance peut être déplacée en changeant un seul point d'appui. Il m'explique ensuite qu'une vision montre une direction, pas une fatalité. Ce que tu vois n'est pas ce qui va arriver, mais ce qui arriverait si rien ne changeait. Et la vision est un instantané, pas une sentence.
Pour changer une trajectoire, ne touche pas à tout. Il me dit, ne combat pas la vision, ne tente pas de tout modifier, cherche plutôt le point précis où la trajectoire se courbe. C'est ce qu'il appelle le point d'appui. Le point d'appui est toujours un choix, une parole, un geste, une croyance, une émotion. Un seul de ces éléments, déplacé consciemment, peut modifier toute la ligne du futur. Et bien, comment trouver ce point, Nostradamus? Ah! Ben, il propose une méthode simple il dit, reviens à la vision. Observe-la sans peur, comme un film. Demande-toi à quel moment ça bascule. Il y a toujours un moment pivot. Identifie ce qui crée ce basculement, un comportement, une réaction, une omission, une décision. Change ce moment-là dans ta vie réelle. Pas tout, juste ce moment. Le futur se réorganise autour de ce micro-changement. Le futur est un tissu, tire un seul fil et tout le motif se réarrange. Tu vois une vision où une relation se brise. Le point d'appui pourrait être une parole non dite, une réaction impulsive, une peur non exprimée, un silence trop long. Tu modifies ce point précis dans la réalité et la trajectoire change. La prophétie n'est pas là pour être crue comme une crue. Elle est là pour être comprise et une fois comprise, elle peut être transformée. Puis, il recule et la pièce s'efface doucement comme un rêve qui se dissout au matin. Ce qui me laisse, ce n'est pas un pouvoir ni une prédiction, mais un état intérieur, un espace de clarté, de précision, de neutralité, où mon don peut se déployer avec douceur et justesse. Et puis, j'ai 3 cadeaux en prime, mais j'ai eu un soin, je le sens, à mon intestin, à mon troisième œil, puis à une incarnation où je l'ai rencontré. Fait que je l'aime beaucoup. En tout cas, je pourrais m'entretenir avec pour un deuxième cours de vision pour vous, mes chers auditeurs. Mais c'est le moment pour l'instant de poursuivre avec le retour numéro 2. Et oui, cette fameuse table ronde céleste où j'ai demandé à des âmes invitées, qui sont incarnées ou non, que nous avons déjà reçues dans les émissions antérieures, ce qu'ils voyaient de notre monde actuel sur les enjeux mondiaux, puis les solutions qu'ils proposent pour nous aider. Et comme c'est le début de l'année, je leur ai offert l'occasion de nous bénir, s'ils le voulaient bien. Donc, la table ronde céleste s'ouvre dans une lumière douce, presque hivernale, comme un matin de janvier où tout est calme, propre, silencieux. Une présence s'avance, elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas l'attention, elle ne prend pas la place, elle est la place. Une structure droite, une stature éclairée, un regard particulier, une noblesse naturelle qui n'a rien d'arrogant, une force tranquille qui rassure immédiatement. C'est Jean Béliveau. Il s'assoit avec la même élégance qu'il avait sur glace, sans brusquerie, sans tension, sans égo. Une présence qui apaise, qui rassemble, qui élève. Il regarde le monde actuel avec lucidité, une douce lucidité, jamais accusatrice ni dramatique. Il observe comme un capitaine qui voit son équipe un peu dispersée, un peu nerveuse, un peu débordée, mais encore pleine de potentiel. Jean ne parle pas de politique, ni de système, de structure. Il parle d'humain, de ce qui se passe dans les cœurs, dans les équipes, dans les familles, dans les communautés. Il voit un monde qui a perdu le sens du respect. Pas le respect hiérarchique, pas le respect forcé, mais le respect naturel, celui qui vient de la dignité humaine.
Il dit, le respect, ce n'est pas une règle, c'est une attitude. C'est la façon dont on se tient devant l'autre. Aujourd'hui, il voit des conversations agressives, des opinions qui deviennent des armes, des gens qui parlent plus qu'ils n'écoutent, des relations qui se brisent pour des détails, des communautés qui se divisent pour des nuances. Pour lui, c'est un enjeu majeur. La perte du respect mutuel affaiblit tout le tissu social. Un monde qui confond performance et valeur. Jean a connu la pression, les attentes, les projecteurs. Il sait ce que c'est que d'être évalué, mesuré, comparé. Mais il dit, la performance n'est pas la valeur d'un être humain. La performance, c'est un moment. La valeur, c'est une vie. Aujourd'hui, il voit des jeunes qui se sentent insuffisants, des adultes qui s'épuisent pour prouver quelque chose, des gens qui se comparent constamment, des vies qui se réduisent à des résultats. Pour lui, c'est un enjeu profond. L'humanité a oublié qu'elle vaut quelque chose même quand elle ne performe pas. Un monde qui manque de leadership humain, pas de leadership autoritaire, pas de leadership charismatique, pas de leadership de façade. Il parle du leadership humain, celui qui écoute, rassemble, inspire, protège, élève. Il dit, un vrai leader ne cherche pas à être admiré, il cherche à être utile. Aujourd'hui, il voit des leaders qui parlent beaucoup, des leaders qui divisent, des leaders qui cherchent l'image plutôt que l'impact. Pour lui, l'enjeu est clair. Le monde manque de leaders qui se tiennent debout pour les bonnes raisons. Un monde qui a perdu le sens collectif. Jean a passé sa vie dans une équipe. Il sait que personne ne gagne seul. Il sait que la victoire est un tissage de gestes invisibles. Il dit, le collectif, ce n'est pas tout le monde pareil. C'est chacun à sa place, dans sa force. Aujourd'hui, il voit des gens isolés, des communautés fragmentées, des familles éclatées, des équipes qui ne savent plus jouer ensemble. Pour lui, c'est un enjeu fondamental. L'humanité doit réapprendre à jouer en équipe. Jean ne propose jamais des solutions compliquées. Il propose des solutions simples, humaines, applicables, comme un bon capitaine qui ramène l'équipe à l'essentiel. Comme revenir à la dignité dans les relations, parler aux autres comme s'ils étaient importants, parce qu'ils le sont. La dignité pour lui, c'est regarder l'autre dans les yeux, écouter vraiment, ne pas humilier, ne pas écraser, ne pas mépriser. C'est simple, c'est puissant, c'est transformateur. Valoriser l'effort plutôt que le résultat. Le résultat, c'est la photo. L'effort, c'est le film. Il propose d'encourager les gens pour leur constance, de reconnaître les progrès, de célébrer la victoire, de valoriser la persévérance plutôt que la perfection. Et c'est ainsi qu'on reconstruit l'estime de soi collective. De cultiver le leadership par l'exemple, que le leadership, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Il propose d'être cohérent, d'être fiable, d'être honnête, d'être calme, d'être stable. Le monde n'a pas besoin de héros, il a besoin de gens solides. De rebâtir le sens du collectif. Il dit, on ne gagne pas en jouant chacun pour soi, on gagne en jouant ensemble. Puis il propose de créer des espaces de collaboration, de soutenir les plus vulnérables, de partager les ressources, de célébrer les réussites collectives, de se rappeler que chaque geste
compte. Jean Béliveau se lève, il pose la main sur la table. Son regard est clair, stable, profondément humain. Il dit que 2026 soit une année où vous vous tenez debout, debout dans votre dignité, debout dans votre respect, debout dans votre humanité. Que vous retrouviez la force tranquille, celle qui ne crie pas, celle qui ne frappe pas, celle qui ne domine pas, mais celle qui inspire. Que vous soyez des leaders dans vos familles, dans vos communautés, dans vos milieux de travail, non pas par vos paroles, mais par votre présence. Et que vous vous rappeliez ceci, vous n'êtes jamais seul. Vous faites partie d'une équipe plus grande que vous. Jouez ensemble, aimez ensemble, avancez ensemble. Bonne année et soyez bons les uns envers les autres. La lumière change autour de la table ronde, avec la présence noble et stable de Jean Béliveau, une autre énergie s'avance. Plus fluide, plus vibrante, presque électrique. Une énergie qui scintille, qui danse, qui respire la musique, le mouvement, la sensibilité à fleur de peau. Une silhouette apparaît, fine, délicate, presque translucide. Un regard immense, profond, fragile et puissant à la fois. Michael Jackson. Il ne marche pas, il glisse. Il ne s'impose pas, il apparaît. Il ne parle pas tout de suite, il ressent. Il s'assoit, les mains jointes, le regard doux, presque timide, et pourtant, derrière cette douceur, on sent une force créative colossale, une intensité émotionnelle rare, une âme qui a traversé des mondes entiers de lumière et d'ombre. Michael Jackson regarde le monde actuel avec une sensibilité aiguë. Il ne voit pas seulement ce qu'il se passe, il ressent ce qu'il se passe. Et ce qu'il ressent, c'est immense. Michael ne parle pas comme un analyste, mais comme un artiste. Il parle comme un enfant hypersensible qui voit ce que les autres ne voient plus. Il perçoit un monde qui a perdu son enfant intérieur. Michael a passé sa vie à chercher, protéger, guérir son enfant intérieur. Il sait ce que c'est que de grandir trop vite, de performer trop tôt, de porter trop lourd. Il dit, le monde a oublié comment jouer. Il a oublié comment rêver. Il a oublié comment s'émerveiller. Aujourd'hui, il voit des adultes épuisés, des enfants anxieux, des jeunes qui se sentent trop vieux, des cœurs qui ne savent plus s'ouvrir. Pour lui, c'est un enjeu majeur. L'humanité a perdu sa capacité à être innocente, joyeuse, spontanée. Un monde saturé de bruit, mais affamé d'amour. Michael a toujours été hypersensible au bruit, au chaos, à la pression. Il ressentait tout trop fort. Il dit, le monde fait beaucoup de bruit, mais il ne dit plus je t'aime. Aujourd'hui, il voit des réseaux sociaux agressifs, des relations superficielles, des gens qui parlent mais ne se touchent plus, des familles qui vivent ensemble mais ne se regardent plus. Pour lui, l'enjeu est clair. L'humanité manque d'amour vrai, d'amour simple, d'amour présent. Un monde qui a oublié le pouvoir de la créativité. Michael a guéri par la musique, il a respiré par la danse, il a survécu grâce à l'art. Il dit, la créativité, c'est la médecine de l'âme. Quand on ne crée plus, on s'éteint. Aujourd'hui, il voit des gens qui consomment plus qu'ils ne créent, des vies trop remplies pour laisser place à l'inspiration, des talents étouffés par la peur du jugement, des artistes qui n'osent plus être différents. Pour lui, c'est un enjeu profond. L'humanité doit retrouver sa créativité pour retrouver sa vitalité. Il parle également d'un monde qui juge trop vite et qui pardonne trop lentement.
Michael a connu le jugement, la rumeur, la déformation, la projection. Il sait ce que c'est d'être vu sans être compris. Il dit, le monde juge en une seconde, mais comprendre demande du temps et aimer demande du courage. Aujourd'hui, il voit des gens qui se condamnent mutuellement, des réputations détruites en quelques heures, des erreurs amplifiées, des blessures qui ne guérissent pas. Pour lui, l'enjeu est clair. L'humanité doit apprendre la nuance, la compassion, puis la lenteur. Michael ne propose pas des solutions intellectuelles, il propose des solutions émotionnelles, artistiques et humaines, comme de guérir l'enfant intérieur. Il dit, si tu veux changer le monde, commence par prendre ton enfant intérieur dans tes bras. Il propose de jouer plus, de rire plus, de créer sans but, de se donner le droit d'être imparfait, de retrouver la magie dans les petites choses. Parce que c'est l'enfant intérieur qui porte la joie, la créativité, la spontanéité. Puis, de ramener l'amour dans les gestes simples. Que l'amour, ce n'est pas grand, c'est petit, c'est dans les détails. Il propose de dire je t'aime plus souvent, de toucher, de regarder dans les yeux, d'écouter sans interrompre, de faire des gestes doux, de pardonner plus vite. Pour lui, l'amour, ce n'est pas un concept, c'est une pratique quotidienne. Il parle également de créer quelque chose chaque jour. Créer quelque chose aujourd'hui, n'importe quoi, un dessin, une chanson, un mouvement, une phrase, un sourire. La création te ramène à toi. Il propose de chanter même si on chante faux, de danser même si on danse mal, d'écrire même si ce n'est pas parfait, de peindre même si ce n'est pas beau. Parce que la créativité n'est pas un talent, c'est une respiration. Il parle de pratiquer la compassion radicale. Il dit, avant de juger quelqu'un, demande-toi qu'est-ce qu'il a vécu que je ne vois pas. Il propose de ralentir avant de juger, de chercher à comprendre, de laisser une chance, de reconnaître la souffrance derrière le comportement, de voir l'humain avant l'erreur. Pour lui, la compassion est la clé de la guérison collective. Michael se lève, il ferme les yeux, il pose une main sur son cœur, l'autre vers le ciel. Sa voix est douce, presque chuchotée, mais elle porte une vibration immense. Il dit que 2026 soit l'année où vous retrouvez votre cœur, votre vrai cœur, celui qui aime sans peur, celui qui aime sans limite, celui qui danse même quand personne ne regarde. Que vous guérissiez votre enfant intérieur, que vous lui rendiez sa joie, sa magie, sa lumière. Que vous créiez, que vous aimiez, que vous pardonnez, que vous vous ouvriez. Et que vous vous rappeliez ceci. Vous êtes fait pour briller, pas pour impressionner, pour briller, pour aimer, pour guérir. Je vous souhaite une année douce, une année créative, une année lumineuse, une année où vous redevenez vous-même. La table ronde céleste s'ouvre à nouveau après la sensibilité vibrante de Michael. Une autre présence s'avance, plus droite, plus mentale, plus structurée. Une présence qui porte la réflexion comme d'autres portent une épée. Une présence qui ne cherche pas à plaire, mais à comprendre. Une silhouette apparaît élégante, calme, presque professorale. Un regard vif, perçant, lucide. Une intelligence qui observe avant de parler. Pierre Elliott Trudeau, dans son archétype, le penseur, le philosophe, le citoyen du monde, l'homme de la liberté intérieure. Il s'assoit avec une simplicité assumée, pas dans un grand geste, pas dans un drame, juste une présence solide, articulée et concentrée.
Il regarde le monde actuel non pas avec nostalgie, mais avec une curiosité intellectuelle immense, comme un professeur qui analyse une classe agitée, non pas pour la juger, mais pour comprendre ce qui se passe dans les esprits. Son analyse est claire, structurée, presque chirurgicale. Il ne parle pas de politique, il parle d'humain, de conscience, de responsabilité, de liberté intérieure. Il voit un monde qui confond liberté et impulsivité. Pour lui, la liberté n'a jamais été un caprice. La liberté est une discipline, une responsabilité, un engagement envers soi-même et envers les autres. Il dit, la liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, c'est savoir pourquoi on le fait. Aujourd'hui, il voit des gens qui réagissent avant de réfléchir. Il voit des opinions instantanées, des comportements impulsifs, des décisions prises sous l'émotion plutôt que sous la conscience. Pour lui, l'enjeu est majeur. L'humanité doit réapprendre la liberté intérieure, pas la liberté impulsive. Un monde qui manque de pensée critique. Pierre Elliott était un intellectuel. Il croyait profondément à la réflexion, à la logique, à la nuance. Il dit, penser, c'est un acte moral. Ne pas penser, c'est laisser les autres penser à notre place. Aujourd'hui, il voit des gens submergés d'informations, mais pauvres en compréhension. Des opinions rapides, des certitudes fragiles, des débats sans profondeur. Pour lui, l'enjeu est clair. L'humanité doit réapprendre à réfléchir. Un monde qui a perdu le sens de la responsabilité personnelle. Il dit que la responsabilité, ce n'est pas un poids, c'est une maturité, c'est ce qui nous rend adultes. Aujourd'hui, il voit des gens qui blâment, des gens qui fuient, des gens qui attendent que les autres changent, des gens qui se sentent impuissants. Pour lui, l'enjeu est profond. L'humanité doit reprendre sa responsabilité individuelle. Un monde qui manque de profondeur. Pierre Elliott Trudeau n'aimait pas la superficialité. Il aimait les idées, les livres, les conversations longues, les débats sérieux. Il dit, la profondeur n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour comprendre le monde. Aujourd'hui, il voit des relations superficielles, des conversations rapides, des vies trop remplies pour laisser place à la réflexion, des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Pour lui, l'enjeu est clair. L'humanité doit retrouver la profondeur intérieure. Ces solutions sont structurées, logiques, presque philosophiques. Elles ne sont pas politiques, elles sont humaines, psychologiques, intellectuelles, spirituelles. Il dit de pratiquer la liberté intérieure, que la liberté commence dans l'esprit, pas dans les circonstances. Il propose de réfléchir avant d'agir, de comprendre ses motivations, de choisir consciemment, de ne pas se laisser manipuler par la peur ou la colère, puis de cultiver l'autonomie intérieure. Pour lui, la liberté est un état d'esprit, pas un contexte. Développer la pensée critique. Il dit, posez des questions, toujours, même aux idées que vous aimez. Il propose de lire plus, de vérifier les sources, de débattre avec respect, de chercher la nuance, de ne pas confondre émotion et la vérité. Pour lui, la pensée critique est la base de la maturité humaine. Assumer sa responsabilité personnelle, que vous n'êtes pas responsable de tout, mais vous êtes responsable de vous. Il propose de reconnaître ses erreurs, de corriger ses comportements, de prendre soin de sa santé mentale, de contribuer à son entourage, de devenir un adulte émotionnel. Pour lui, la responsabilité est une forme de liberté. Il parle également de cultiver la profondeur, de prendre le temps de penser, le temps de sentir, le temps de comprendre, le temps de devenir. Il propose de méditer, de tenir un journal, de lire des livres exigeants, d'avoir des conversations profondes,
de se connaître soi-même. Pour lui, la profondeur est la clé de la paix intérieure. Il se lève, il croise les mains derrière son dos, son regard est calme, clair, presque professoral. Que 2026 soit l'année où vous devenez libre intérieurement, libre de vos peurs, libre de vos impulsions, libre de vos illusions, libre de vos conditionnements. Que vous retrouviez la pensée claire, la réflexion profonde, la responsabilité personnelle, la maturité émotionnelle. Que vous deveniez des êtres conscients, des êtres lucides, des êtres capables de discernement. Et que vous vous rappeliez ceci, la liberté n'est pas un droit, c'est un état intérieur, un état que vous pouvez cultiver, nourrir, protéger. Je vous souhaite une année de clarté, de conscience, de profondeur, une année où vous devenez pleinement vous-même. La table ronde céleste s'ouvre à nouveau. Après la rigueur intellectuelle de Pierre Elliott, une autre énergie s'avance. Une énergie chaude, enveloppante, profondément humaine. Une énergie qui porte la guérison, la vérité, la compassion, la force intérieure. Une silhouette apparaît, solide, droite, lumineuse, le cœur ouvert. Un regard profond, ancré, bienveillant. Une présence qui ne cherche pas à impressionner, mais à élever. Oprah Winfrey. Elle s'assoit avec une simplicité majestueuse. Elle respire profondément comme si elle prenait le temps de sentir la pièce, de sentir les présences, de sentir l'humanité derrière chaque âme. Oprah ne parle pas tout de suite. Elle regarde, elle ressent, elle accueille. Puis elle sourit. Ce sourire est accompagné des millions de personnes à travers leurs blessures, leurs révélations, leur renaissance. Oprah ne regarde pas le monde avec jugement. Elle le regarde avec empathie. Elle voit les blessures derrière les comportements, les peurs derrière les réactions, les traumas derrière les colères. Voici ce qu'elle perçoit. Un monde qui souffre d'un déficit d'écoute. Oprah a bâti sa vie sur l'écoute. Elle sait que l'écoute est un acte de guérison. Elle dit, le monde parle beaucoup mais n'écoute plus. Et quand on n'écoute plus, on ne se comprend plus. Aujourd'hui, elle voit des conversations qui deviennent des monologues, des gens qui veulent être entendus mais pas comprendre, des relations qui se brisent faute d'écoute, des communautés qui se divisent parce que personne ne se sent vu. Pour elle, c'est un enjeu majeur. L'humanité doit réapprendre à écouter. Elle parle d'un monde qui porte des traumas non guéris. Oprah a passé sa vie à parler de traumas, de résilience, de guérison. Elle sait que les blessures non traitées deviennent des comportements destructeurs. Elle dit, les gens ne sont pas brisés, ils sont blessés. Et une blessure ignorée finit toujours par crier. Aujourd'hui, elle voit des familles qui répètent les mêmes patterns, des adultes qui portent des blessures d'enfance, des sociétés qui réagissent au lieu de réfléchir, des individus qui se sentent seuls avec leur douleur. Pour elle, l'enjeu est clair, le monde doit guérir ses traumas pour retrouver sa paix. Puis un monde qui a perdu le sens de sa propre valeur. Oprah a rencontré des milliers de personnes et dit que toutes, sans exception, lui ont demandé un jour, est-ce que je compte? Est-ce que je suis important? Est-ce que je suis assez? Aujourd'hui, elle voit des gens qui doutent d'eux-mêmes, des jeunes qui se comparent constamment, des adultes qui se sentent invisibles, des vies qui manquent de sens. Pour elle, l'enjeu profond, c'est que l'humanité doit retrouver sa valeur intérieure. Puis elle parle d'un monde qui a peur de sa propre vérité. Oprah a bâti sa carrière sur la vérité. Elle sait que dire la vérité est un acte de courage.
Elle dit, la vérité vous libère, mais d'abord, elle vous demande d'être brave. Aujourd'hui, elle voit des gens qui portent des secrets, des vies qui ne sont pas alignées, des relations qui manquent d'authenticité, des âmes qui se cachent derrière les rôles. Pour elle, l'enjeu est clair. L'humanité doit retrouver le courage d'être vraie. Puis ces solutions sont humaines, profondes, psychologiques, spirituelles. Elles touchent le cœur, l'âme, la conscience. Elle parle de pratiquer l'écoute profonde. D'écouter, c'est offrir un espace où l'autre peut exister. Elle propose d'écouter sans interrompre, d'écouter sans préparer sa réponse, d'écouter pour comprendre, d'écouter pour accueillir, d'écouter pour guérir. Pour elle, l'écoute est un acte d'amour. Elle parle également de guérir ses traumas avec douceur et courage. Elle dit, vous n'avez pas à guérir tout d'un coup, vous avez seulement à commencer. Elle propose de reconnaître ses blessures, de demander de l'aide, de parler, de pleurer, de se pardonner, de se reconstruire. Pour elle, la guérison est un chemin, pas une performance. Cultiver la valeur personnelle. Elle dit, vous êtes né digne, vous n'avez rien à prouver. Elle propose de parler avec respect, de se traiter comme quelqu'un d'important, de dire non quand c'est nécessaire, de choisir des relations nourrissantes, de se donner la permission d'exister pleinement. Pour elle, la valeur personnelle est la base de toute transformation. Dire la vérité, d'abord à soi-même, que la vérité n'est pas une arme, c'est une lumière. Elle éclaire ce qui doit être vu. Elle propose d'être honnête avec soi, d'oser nommer ce qui fait mal, d'oser dire ce qu'on ressent, d'oser vivre une vie alignée. Pour elle, la vérité est la porte de la liberté intérieure. Oprah se lève, ouvre les bras comme si elle voulait envelopper toute la pièce. Sa voix est chaude, profonde, vibrante. Elle dit que 2026 soit l'année où vous écoutez vraiment, où vous écoutez les autres, où vous écoutez votre âme, que vous guérissez vos blessures, que vous honoriez votre histoire, que vous transformiez votre douleur en sagesse, que vous retrouviez votre valeur, votre dignité, votre lumière, que vous ayez le courage de dire votre vérité, de vivre votre vérité et d'incarner votre vérité. Et que vous vous rappeliez ceci, vous êtes important, vous êtes digne, vous êtes assez, vous êtes aimé. Je vous souhaite une année de guérison, de clarté, de puissance intérieure, une année où vous devenez la version la plus vraie de vous-même. La table ronde céleste s'ouvre une dernière fois après Oprah. Une autre présence s'avance, une présence calme, droite, presque silencieuse, mais d'une intensité morale qui remplit toute la pièce. Une silhouette élancée, un port noble, un regard clair, profond et lucide. Une énergie qui ne cherche pas à dominer, mais à inspirer. Une force qui ne s'impose pas, mais qui s'affirme. Arthur H. Il s'assoit avec une élégance naturelle, une maîtrise intérieure qui impose le respect sans un mot. Il respire lentement, profondément, comme un homme qui a appris à se tenir debout dans l'adversité, à rester digne dans la tempête, à garder son cœur ouvert même quand le monde se ferme. Arthur regarde le monde actuel avec une lucidité tranquille. Il ne dramatise pas, il ne minimise pas. Il ne minimise pas, il observe, il comprend, il ressent. Et ce qu'il voit est à la fois préoccupant et porteur d'espoir. Arthur H. ne parle pas comme un athlète, il parle comme un sage, comme un homme qui a traversé les injustices, la maladie,
la pression, la solitude, et qui en est sorti avec une vision claire de ce qui compte vraiment. Il perçoit un monde en manque de maîtrise de soi. Arthur a bâti sa carrière sur la discipline, la patience, la maîtrise émotionnelle. Il sait que la force ne vient pas de la puissance, mais du contrôle. Il dit: le monde réagit trop vite, il pense trop peu, il ressent trop fort et il maîtrise trop peu. Aujourd'hui, il voit des colères instantanées, des réactions impulsives, des décisions prises sous l'émotion, des conflits qui explosent pour des détails. Pour lui, l'enjeu est majeur. L'humanité doit réapprendre la maîtrise de soi. Un monde qui confond la justice et vengeance. Arthur a lutté pour la justice toute sa vie, mais il n'a jamais confondu justice et vengeance. Il dit: la justice élève, la vengeance détruit, et le monde ne fait plus la différence. Aujourd'hui, il voit des gens qui veulent punir plutôt que comprendre, des communautés qui se déchirent, des discours qui divisent, des blessures qui s'enveniment faute de dialogue. Pour lui, l'enjeu est clair. L'humanité doit retrouver la justice qui guérit, pas celle qui frappe. Un monde qui a perdu le sens du courage moral. Arthur n'a jamais été un homme bruyant. Son courage était silencieux mais immense. Il dit: le courage n'est pas de crier, c'est de rester debout quand c'est difficile. Aujourd'hui, il voit des gens qui ont peur de dire la vérité, des gens qui se taisent pour éviter des conflits, des gens qui suivent la foule pour ne pas être rejetés, des gens qui renoncent à leurs valeurs pour être acceptés. Pour lui, l'enjeu est profond. L'humanité doit retrouver le courage moral. Il parle d'un monde qui manque de dignité. Arthur a toujours incarné la dignité, même dans la défaite, même dans la maladie, même dans l'injustice. La dignité n'est pas un statut, c'est une façon de se tenir, une façon de parler, une façon d'aimer. Aujourd'hui, il voit des comportements humiliants, des paroles blessantes, des relations toxiques, des vies qui manquent de respect de soi. Pour lui, l'enjeu est clair. L'humanité doit retrouver la dignité personnelle et collective. Puis ces solutions sont simples, puissantes, exigeantes. Elles demandent du courage, de la discipline, de la maturité. Il parle de pratiquer la maîtrise de soi, que la maîtrise de soi n'est pas un don, c'est un entraînement. Il propose de respirer avant de répondre, de réfléchir avant d'agir, de choisir la paix plutôt que la réaction, de cultiver la patience et de développer la stabilité émotionnelle. Pour lui, la maîtrise de soi est la base de toute transformation. Il parle de chercher la justice, pas la vengeance, que la justice demande de la sagesse, la vengeance demande seulement de la colère. Il propose de comprendre avant de juger, de dialoguer avant de condamner, de réparer plutôt que de punir et de chercher la vérité plutôt que la victoire. Pour lui, la justice véritable est un acte d'amour. Cultiver le courage moral, que le courage moral, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Il propose de dire la vérité avec douceur, de défendre ce qui est juste, de rester fidèle à ses valeurs, de ne pas se laisser intimider par la peur du rejet. Pour lui, le courage moral est la clé de la dignité humaine. Il parle également de vivre avec dignité, que la dignité, c'est la noblesse du quotidien. C'est la façon dont vous vous traitez vous-même. Il propose de parler avec respect, de se tenir avec droiture, de choisir des relations saines, de refuser l'humiliation, de se comporter comme quelqu'un qui mérite le respect. Pour lui, la dignité est une posture intérieure. Arthur se lève, il pose une main sur la table, son regard est calme, profond et ancré. Il dit que 2026 soit l'année où vous retrouvez votre maîtrise intérieure,
où vous apprenez à respirer, à réfléchir, à choisir la paix plutôt que la réaction. Que vous cherchiez à la justice, pas la vengeance, la vérité, pas la victoire, la sagesse, pas le bruit. Que vous retrouviez le courage moral, celui qui vous permet de rester debout, même quand c'est difficile, même quand vous êtes seul, même quand le monde vous teste. Et que vous viviez avec dignité, une dignité qui élève, qui inspire, qui apaise, qui transforme. Je vous souhaite une année de force tranquille, de maturité, de noblesse intérieure, une année où vous devenez des êtres de paix, des êtres de courage, des êtres de lumière. Ouh! Hein? Soyez bénis. Poursuivons avec notre premier invité aujourd'hui, avec la première trame sonore. Pour ouvrir cette 140e émission, nous vous invitons à plonger dans une atmosphère dense, hypnotique, presque animale. Une vibration qui évoque les profondeurs de l'inconscient, là où se cachent nos pulsions, nos ombres, nos désirs, nos mémoires enfouies. Cette trame sonore, A Beastly Transformation, nous accompagne dans un passage intérieur, une descente dans les zones brutes et indomptées de la psyché humaine. Sigmund Freud naît en 1856 à Freiburg, en Moravie, dans une famille juive modeste. Son père, Jacob, est un commerçant cultivé. Sa mère, Amalia, plus jeune de 20 ans, l'adore et le surnomme Mon Siggy d'or. En 1860, la famille s'installe à Vienne, capitale intellectuelle de l'Europe. Freud est un élève brillant. Il étudie la médecine, se passionne pour la neurologie, travaille sur les aphasies, les paralysies, l'hystérie. En 1885, il part à Paris étudier auprès de Charcot, qui lui révèle que les symptômes psychiques ont un sens. Il épouse Martha Bernays en 1886. Ils auront 6 enfants ensemble. Mathilde, Jean-Martin, Olivier, Ernest, Sophie et Anna. Anna devient une psychanalyste majeure. Sophie mourra jeune et les autres vivront l'exil et la diaspora juive. Freud est aussi très proche de Mina Bernays, la sœur de Martha, qui vivant avec eux toute sa vie. On parle de la naissance de la psychanalyse dans les années 1895 à les années 1905 avec Joseph Breuer. Freud publie Études sur l'hystérie en 1895. Il découvre que parler guérit, c'est la talking cure. En 1895, il commence son auto-analyse, découvre ses propres rêves, ses désirs, son Oedipe. En 1896, il invente le mot psychanalyse. En 1900, il publie L'interprétation du rêve, son œuvre fondatrice. Puis viennent Psychopathologie de la vie quotidienne en 1901, 3 essais sur la théorie sexuelle en 1905, les grands cas cliniques d'Aura, le petit N, c'est l'homme aura. Il pose les bases de l'inconscient, le refoulement, la sexualité infantile, les stades libidineux et le concept d'Oedipe. Le mouvement psychanalyste prend forme de 1905 à 1914. Freud fonde la Société psychanalytique de Vienne. Autour de lui, Jung, Adler, Ferenczi, Abraham, Rank, Jones. Mais les dissidences arrivent. Adler quitte le groupe en 1911, Jung rompt en 1913. Freud tient bon, il écrit Totem et tabou en 1912, où il relie la psychanalyse et l'anthropologie. Et là, la Première Guerre mondiale bouleverse tout. Freud perd sa fille Sophie en 1920. Il souffre, mais continue d'écrire.
Il publie au-delà du principe de plaisir. Il introduit la pulsion de mort. En 1923, il publie Le moi et le ça, la naissance de la seconde topique, ça, moi, sur moi. La même année, il apprend qu'il a un cancer de la mâchoire. Il subira 32 opérations. L'expansion mondiale et les grandes œuvres culturelles de 1923 à 1930, Freud devient une figure internationale. Il forme des générations d'analystes. Il écrit Inhibition, symptômes et angoisse, 1926. L'avenir est une illusion, 1927. Malaise dans la civilisation, 1930. La sexualité féminine en 1932. Il analyse la religion, la culture, la société, la violence, la culpabilité. Et en 1933, les nazis brûlent ses livres. Il qualifie la psychanalyse de science juive. En 1938, l'Autriche est annexée. Sa fille Anna est arrêtée dans la Gestapo. Freud comprend qu'il doit fuir. Grâce à Marie Bonaparte et à l'ambassadeur américain Bullitt, il obtient un visa pour 16 personnes. Il quitte Vienne par l'Orient Express avec Martha Anna et leur fidèle Paula Fletch. Il s'installe à Londres au 20 Maserfield Garden. Le cancer progresse, il souffre atrocement. Le 23 septembre 1939 à 3 heures du matin, Freud meurt de 83 ans. Son médecin, Max Schurz, lui administre une dose de morphine pour abréger ses souffrances selon sa volonté. Il est incinéré à Golden Grease. Anna Freud poursuivra son œuvre. Ses contributions majeures, en tout cas de ce qui a laissé à l'humanité, une nouvelle conception de l'esprit humain. Freud a déplacé le centre de gravité de l'humain, de la conscience vers l'inconscient. Puis une méthode thérapeutique, la cure psychanalytique, libre association, transfert, interprétation, levée du refoulement. Il a apporté aussi une théorie du développement, les stades oral, anal, phallique, latence, génitale, la sexualité infantile, le complexe d'Édipe. Une théorie des pulsions, Eros et Thanatos, la compulsion de répétition. Une anthropologie, totem et tabou, une ordre primitive, une culpabilité collective. Une critique de la culture, la civilisation comme source de protection et de névrose. Une œuvre immense, plus de 20 volumes, des centaines d'articles, des correspondances monumentales. Puis je fais une parenthèse ici, là. Notre super recherchiste Lynn s'est tapé 65 pages, mais pleines de trucs, de réalisation et tout. Même sur l'espace de sa cocaïne. J'en parle pas, mais tout ça pour dire qu'il a passé une grosse décennie sur la cocaïne. Ça serait à creuser parce que c'est vraiment très enrichissant. OK, fermeture de la parenthèse. On parle d'un mouvement mondial. Freud a fondé une discipline qui a influencé la psychologie, la psychiatrie, la philosophie, l'art, l'éducation, la sociologie, les neurosciences. Freud n'est pas seulement un théoricien, il est devenu un pilier de la pensée moderne, un maître du soupçon, un homme qui a osé regarder l'humain dans ses ondes d'ombre. Son œuvre continue de diviser, de fasciner, de nourrir. Mais une chose certaine, on ne peut plus penser l'humain comme avant Freud. Je vous présente maintenant la deuxième trame sonore pour accompagner notre exploration de l'esprit freudien. Voici une pièce qui nous rappelle que même les plus grands penseurs peuvent être revisités avec humour et tendresse. The Ballad of Sigmund Freud du Chad Mitchell Trio nous offre un clin d'œil musical à l'homme qui a osé plonger dans les profondeurs du psychisme humain. Une chanson légère, malicieuse, presque satirique, qui nous permet de respirer un peu avant de retourner dans les zones les plus sérieuses de l'inconscient. Laissez-vous porter, Freud n'a jamais été aussi chantant. Alors, si on parle de l'âme de Sigmund Freud, il y a le bâtisseur, le concret, le persévérant, l'attaché à la matière, mais aussi le sensuel, l'intuitif, l'enraciné dans le corps.
C'est exactement Freud, un homme qui a voulu donner une structure à l'invisible, qui a cherché à incarner l'inconscient dans des concepts solides, qui a travaillé sans relâche, qui a résisté aux tempêtes intellectuelles. Sans l'heure exacte, OK, on parle justement de Freud qui a disséqué l'âme humaine comme une anatomiste. Il a plongé dans les zones d'ombre, la sexualité, les tabous, la mort, la renaissance. Freud a exploré ce que personne n'osait regarder. On voit en lui l'hypersensibilité cachée, une vie intérieure intense, un attachement à la famille et à l'intuition profonde. Freud était beaucoup plus sensible qu'il ne le montrait. Il a un chemin de vie du bâtisseur, donc la structure, la méthode, la discipline des fondations, puis des systèmes. Freud a littéralement bâti un continent entier, la psychanalyse, une architecture psychique, une méthode thérapeutique, un mouvement mondial. Il fait partie des travailleurs acharnés de ce monde. Freud écrivait la nuit sans relâche pendant 50 ans. Il a sorti sur la guérison, le soin, la responsabilité, la famille, la transmission, parce que Freud a consacré sa vie à comprendre la souffrance humaine. On parle d'une couleur d'ombre particulière, indigo sépia. Indigo pour la vision intérieure, l'intuition analytique, la capacité à percevoir l'invisible, la mission de révélation. Mais le sépia, qui est plus une couleur terre profonde, c'était vraiment au niveau de l'ancrage, de la lucidité, la confrontation au réel, l'exploration des racines. Freud est un mélange rare, OK, des indigos sapia, là. Il y en a pas tant, il y en a pas tant, je vous le dis tout de suite. Donc, oui, un mélange rare de visionnaires indigos incarnés dans le corps et la terre, venus pour révéler ce qui était caché. Et puis, au niveau de sa famille d'âme, il appartient aux explorateurs de l'ombre. Donc, c'est une famille qui regroupe des psychologues, des chamans, des analytiques, des archéologues de l'âme, ceux qui descendent dans les profondeurs pour ramener la lumière. Puis leur mission, c'est de dévoiler ce que la société refoule, nommer l'indicible, puis transformer la peur en connaissance. Puis Freud a fait exactement cela. J'ai été voir dans ses anciennes vies, OK, j'ai vu un scribe, un gardien des archives. Freud a écrit, classé, ordonné, archivé. Il a laissé une œuvre monumentale. Puis, c'est vraiment dans l'archétype du scribe des temples anciens. J'ai vu un médecin prêtre des mystères. C'était dans le cadre de la Grèce antique. Les guérisseurs travaillaient avec les rêves, les symboles, les rites, les mythes. Freud a réactivé cette tradition sous une forme moderne. J'ai vu un philosophe stoïcien. Freud était rationnel, lucide, mais parfois austère. Il a affronté la souffrance avec dignité. Il a vécu comme un sage qui observe l'âme humaine. J'ai vu aussi un rebelle intellectuel dans plusieurs vies. Il y a l'archétype de celui qui défie les dogmes, qui brise les tabous, qui ouvre des voies nouvelles. Freud a incarné cette énergie à la perfection. Freud n'est pas seulement un médecin ou un théoricien, c'était une âme de profondeur venue pour révéler l'invisible, pour donner un langage à l'ombre, pour bâtir une structure permettant à l'humanité de se comprendre autrement. Il a ouvert une porte que personne avant lui n'avait osé pousser. On poursuit avec la troisième trame sonore. La pièce Sigmund Freud d'Adrian Whitehead nous plonge dans une ambiance plus introspective, presque cinématographique, où chaque note semble ouvrir une porte vers un souvenir, un rêve, une impulsion enfouie. Et c'est une musique qui évoque les couloirs de l'inconscient, les zones floues, où se mêlent désir et peur, mémoire et imagination. Elle accompagne parfaitement l'énergie de Freud, celle d'un homme qui a osé explorer les profondeurs de l'âme humaine, là où on peu avait osé regarder avant lui. C'est alors que j'ai demandé à Sigmund Freud s'il désirait participer à l'esprit de la table ronde et l'espace s'est densifié. Sa présence lourde, terrestre, profonde.
Freud arrive comme un homme qui a passé sa vie à descendre dans les sous-sols de l'âme humaine et qui, pour la première fois, parle non pas de comme un médecin, mais comme une conscience. Il s'assoit, il observe, il commence. Je vous remercie de m'accueillir dans cet espace où l'on écoute ce qui ne s'entend pas. Si je regarde votre monde aujourd'hui, je vois trois grands enjeux, trois forces qui travaillent l'humanité comme elles ont travaillé chaque individu que j'ai rencontré. Le déni collectif. Vous vivez dans une époque où l'on fuit ce qui dérange. On accélère, on distrait, on anesthésie. Mais ce qui est refoulé revient toujours sous forme de violence, de division ou de souffrance psychique. Il parle de la fragmentation intérieure, que les humains sont dispersés, ils vivent coupés d'eux-mêmes, de leurs émotions, de leur corps, de leur histoire. Cette fragmentation crée de la peur, de la confusion, de la perte de sens. Il parle de la répétition. Les sociétés comme les individus répètent ce qu'elles n'ont pas compris. Elles rejouent dans le même conflit, les mêmes blessures, les mêmes illusions. Ce que vous appelez des crises ne sont souvent que des retours de refoulées collectives. Voilà les enjeux. Ils ne sont pas nouveaux. Ils changent de forme, mais pas de nature. Il marque une pause, puis il poursuit. Je n'ai jamais prétendu sauver le monde, mais j'ai appris ceci. Ce qui n'est pas conscient dirige la vie. Voici les solutions que je vous propose, non pas comme un maître, mais comme un homme qui a observé longtemps. Ralentir pour ressentir. La conscience ne naît pas dans la vitesse, elle naît dans l'écoute, dans le courage de sentir ce qui se passe en soi. Nommer ce qui est vrai. Les mots sont des ponts. Quand on nomme une peur, on perd son pouvoir. Quand on nomme un désir, il cesse d'agir dans l'ombre. Reconnaître l'enfant intérieur. Chaque être humain porte un enfant blessé. Tant qu'il n'est pas entendu, il gouverne en secret. Les sociétés ont aussi leur enfant blessé. Il parle de transformer la répétition en création. La répétition est un appel. Elle dit, regarde-moi, comprends-moi. Quand on se comprend, on peut créer autre chose. Elle parle également de se relier. L'isolement est le terreau de la souffrance. La relation authentique, vulnérable, sincère est le premier remède. Voilà mes solutions. Elles sont simples, elles demandent du courage, mais elles libèrent. Il se tait. L'espace devient plus clair. Je m'approche de lui, j'ouvre un peu mon canal et je lui offre un soin de lumière, un soin de paix, un soin de réparation. Je lui ai offert une lumière jaune comme mon âme, la douceur et la paix qu'il s'est refusée pendant son incarnation, la détente qu'il n'a jamais connue, puis la permission de ne plus porter le poids du monde, ainsi que la guérison de ses propres blessures d'incarnation. Freud ferme les yeux, il reçoit, il laisse tomber ses défenses, ses concepts, ses structures, il se laisse toucher. Il nous offre à nous une perle dorée, une perle pour vous amener à comprendre le fil de votre intuition au-delà de tout ce qui l'a enfoui. Et pour vous permettre également d'éclairer ces sphères de conscience pour vous aider justement à redresser les parties de votre inconscient ou ces parties qui manquent de souplesse à cause du jugement. Et en même temps, dans le doré, c'est pour vous aider à amener votre foi au-delà de votre compréhension. Je l'ai remercié, je l'ai béni et je sais qu'en mon cœur, c'est qu'on va se revoir éventuellement. Peut-être pour un retour, qui sait. Voilà que nous passons à notre deuxième invité. Commençons par sa première trame sonore, une première trame qui ouvre l'espace d'une pulsion douce et ascendante, comme une montée intérieure vers soi. Inspirer l'énergie lumineuse et motivante de la chanson, elle installe immédiatement le thème de Maslow, l'idée que chaque être humain porte en lui un mouvement naturel d'élévation.
La musique accompagne cette progression étage par étage, comme si la pyramide des besoins se construisait en direct sous nos pas. C'est une ambiance qui invite à respirer, à s'ouvrir, à se rappeler que l'accomplissement n'est pas un sommet lointain, mais un chemin qui commence par ici, maintenant. Puis ça a été difficile hein, de faire la trame sonore pour nos invités, je vous avoue. C'est ça. Alors, aujourd'hui, nous accueillons une figure majeure de la psychologie moderne, Abraham Harold Maslow, né le 1er avril 1908 à Brooklyn, dans une famille juive ashkénaze, tout juste arrivée d'Ukraine. Aîné de 7 enfants, il grandit dans un environnement où la survie est fragile, où la sécurité n'est jamais acquise, où l'appartenance est un défi quotidien. Cette enfance est marquée par le manque deviendra le terreau de toute son œuvre. Comprendre ce dont un être humain a besoin pour s'épanouir pleinement. Maslow se marie à Bertha Goodman, son amour de jeunesse, une femme stable et discrète qui deviendra son ancre. La vie privée reste peu documentée, mais leur union solide lui offre un espace de sécurité affective essentiel pour son travail. Maslow n'a jamais cherché la célébrité, il a cherché la vérité humaine. Psychologue humaniste, il est considéré comme le père de l'approche humaniste en psychologie. Contrairement au courant centré sur la maladie ou la souffrance, Maslow s'est intéressé à ce qui élève, à ce qui inspire, à ce qui permet à un être humain de devenir la meilleure version de lui-même. Ses premières recherches portent sur le comportement animal, puis sur la peur, la privation, l'insécurité. Mais très vite, il comprend que la psychologie ne peut pas se limiter à analyser ce qui va mal. Elle doit aussi explorer ce qui fait grandir. C'est ainsi qu'il développe cette célèbre théorie de la motivation humaine, souvent représentée sous forme de pyramide, une pyramide qu'il n'a jamais pourtant dessinée. Cette représentation simplifiée vient d'un consultant en gestion dans les années 1960 et trahit la vision dynamique de Maslow. Pour lui, les besoins humains ne sont pas des marches rigides, mais des forces vivantes, fluides, simultanées, qui interagissent en permanence. Il distingue 5 grandes catégories de besoins: le besoin physiologique, la sécurité, l'appartenance, l'estime et l'accomplissement de soi. Mais il insiste, ces besoins coexistent, se chevauchent, se répondent. On peut créer même si tout n'est pas parfait. On peut aimer même si la sécurité n'est pas totale. L'être humain est un mouvement, pas une pyramide. Dans les années 1950 et 60, Maslow s'intéresse aux individus accomplis, aux êtres lumineux, à ceux qui vivent des moments de plénitude. Il décrit alors les expériences paroxystiques, des instants rares, océaniques, exaltants, où la perception de la réalité devient plus vaste, presque mystique. Il a créé un langage scientifique pour parler de spiritualité, de tendance, d'état de conscience élevé, ouvrant la voie à la psychologie transpersonnelle. Puis en 1967, il identifie un nouveau besoin encore plus élevé que l'accomplissement, le dépassement de soi. Là où l'accomplissement consiste à actualiser son potentiel, la transcendance consiste à se dépasser pour servir plus grand que soi, une cause, une communauté, l'humanité. C'est la dimension la plus spirituelle de son œuvre. Maslow laisse derrière lui des ouvrages majeurs: Motivation et personnalité, 1954, Toward a Psychology of Being, 1962, Religions, Values and Peak Experience, 1964, Psychian Management, 1965, The Psychology of Science, 1966, The Farther Reach of Human Nature, 1971, publié après sa mort. Il s'éteint le 8 juin 1970 à Menlo Park, en Californie, à l'âge de 62 ans, victime d'une crise cardiaque. Une vie courte, mais une œuvre immense. Aujourd'hui encore, Maslow inspire la psychologie, l'éducation, le développement personnel, la spiritualité et le management. Il nous rappelle que chaque être humain porte en lui un sommet et que la vie consiste à gravir sa propre montagne intérieure.
Je vous présente maintenant la deuxième trame sonore qui apporte une énergie plus rythmée, presque pédagogique, avec une progression musicale qui monte étage par étage, comme si chaque niveau de la hiérarchie des besoins prenait vie sous nos oreilles. Inspirée de l'ambiance entraînante de la chanson, elle soutient parfaitement la montée intérieure proposée par Maslow. À partir du corps, s'élever vers la sécurité, puis l'amour, l'estime et enfin l'accomplissement. La musique devient un escalier sonore et une ascension douce mais déterminée qui accompagne l'auditeur dans la compréhension vivante et la dynamique de sa théorie. Alors, au niveau de l'énergie de Maslow, de l'âme, on voit celui qui ouvre la voie, celui qui ose, celui qui commence ce que personne n'a commencé, celui qui avance même quand il n'y a pas de carte. C'est exactement Maslow. Il a ouvert la psychologie humaniste, il a osé parler de croissance, de plénitude, de spiritualité. Il a mis la lumière là où la psychologie ne voyait que la souffrance. C'est une âme en quête de sens qui a une vision globale avec une exploration philosophique et spirituelle. Maslow a cherché le sens profond dans l'être humain. On parle d'innovation, on parle de rupture, on parle d'humanisme et on parle également de conscience collective. Maslow a révolutionné la psychologie. Puis, dans son énergie, on voit une hypersensibilité, de la compassion, de l'intuition, puis une ouverture au mystique, cohérent avec ses travaux sur l'expérience paroxystique. Il a un chemin de vie du libérateur, c'est-à-dire la liberté, l'expansion, la curiosité, la transformation, l'exploration de la conscience. Maslow a libéré la psychologie de ses limites. Il a ouvert la porte à la créativité, la croissance, la spiritualité, la transcendance. On voit également le pionnier, l'initiateur et puis celui qui ouvre la voie. Il a été le premier à dire que l'humain n'est pas seulement un ensemble de blessures, il est un potentiel. Et puis sa couleur d'âme, elle est or blanc. Or pour la sagesse, l'accomplissement, la vision, la conscience supérieure, blanc pour la pureté d'intention, la vérité, la clarté, l'élévation. C'est une âme qui vient pour éclairer, pas pour compliquer. Et puis, il vient de la famille d'âmes des éclaireurs de conscience. C'est une famille qui regroupe beaucoup, entre autres, les philosophes, les humanistes, les enseignants spirituels, les chercheurs de sens, les bâtisseurs de ponts entre science et spiritualité. Puis leur mission, c'est d'élever la conscience collective, de montrer ce que l'humain peut devenir, puis ouvrir de nouvelles voies. Puis Maslow a incarné cette mission à la perfection. J'ai été voir au niveau de ses anciennes vies. Ben, j'ai vu le sage des hauts plateaux, un enseignant spirituel vivant en altitude, étudiant la nature humaine, observant les cycles, transmettant la sagesse. J'ai vu également un philosophe grec, un penseur qui questionne la nature de l'homme, la vertu, la réalisation de soi. Maslow avait une énergie très proche des écoles humanistes antiques. J'ai vu également un moine chercheur, un homme retiré étudiant les états de conscience, les expériences mystiques, les extases spirituelles, puis c'est cohérent avec ses travaux sur les peak experience. J'ai vu également un guérisseur tribal, un homme qui observe le comportement humain, les rites, les besoins fondamentaux d'une communauté. Fait que on retrouve pas mal ces archétypes dans son œuvre. Puis dans une lecture symbolique, si on peut dire, j'ai pas vu que Maslow était réincarné actuellement. Puis son énergie en ce moment est en observation, en transmission, en soutien vibratoire, en guide collectif. C'est une âme qui continue d'influencer la conscience humaine depuis un plan supérieur comme un enseignant qui veille sur l'évolution de ses élèves. Je vous présente la troisième trame sonore qui ouvre un espace intérieur. Qu'est-ce que ça crée avec une ambiance mystique qui évoque les questions profondes de Maslow sur la conscience, la transcendance et l'expérience paroxystique? La musique lente et enveloppante crée l'impression d'un labyrinthe intérieur où chaque note devient une porte vers un niveau plus élevé de soi. C'est une atmosphère de quête, de silence habité, de révélation intime, idéale pour accompagner la dimension spirituelle de Maslow, celle qui explore les états de plénitude, les moments d'unité et les questions qui n'ont pas de réponse mais qui élèvent l'âme simplement par le fait d'être posées.
Puis l'espace se transforme, il est calme avec une présence lumineuse, structurée. Il se dépose, il arrive à la table ronde comme un homme qui a passé sa vie à observer l'humain avec douceur, curiosité et respect. Il s'assoit, les mains jointes, le regard clair, et il commence à parler. Je vous remercie de m'accueillir dans cet espace où on l'écoute, ce qui est essentiel. Si je regarde votre monde aujourd'hui, je vois une humanité qui vit une tension profonde entre deux forces, celle de la survie, celle de l'accomplissement. Jamais les besoins fondamentaux n'ont été autant menacés, la sécurité, la stabilité, la confiance, l'appartenance, et pourtant, jamais les aspirations les plus élevées n'ont été aussi fortes. La créativité, la conscience, la quête de sens, la transcendance. Votre époque est à un paradoxe. Vous êtes à la fois au pied de la pyramide et au sommet. Il marque une pause, puis poursuit. Je vois trois grands enjeux. L'insécurité généralisée. Les humains vivent dans un climat de peur, d'instabilité, d'incertitude. Quand la sécurité vacille, tout vacille. Il parle également de la fragmentation intérieure. Vous êtes dispersés, sursollicités, coupés de vous-même. La société moderne fragmente l'attention, l'identité, la présence. Il y a également une perte d'appartenance. Les liens se fragilisent, les communautés se dissolvent. L'humain se retrouve seul, même entouré. Ces trois enjeux empêchent l'être humain d'accéder à ses niveaux supérieurs, l'estime, la créativité, la réalisation de la transcendance. Je n'ai jamais cru que l'humain était condamné. J'ai toujours cru qu'il était perfectible. Voici les solutions que je vous propose. Restaurer la sécurité intérieure, pas seulement matérielle, la sécurité émotionnelle, relationnelle, psychique. L'humain a besoin de sentir qu'il peut respirer, de revenir à l'unité intérieure, ralentir, se recentrer, retrouver la cohérence entre le corps, le cœur et l'esprit, de réparer l'appartenance, de créer des liens vrais, des espaces où l'on peut être soi, des communautés qui élèvent au lieu de diviser. Il parle également d'honorer l'estime, d'apprendre à se regarder avec vérité et compassion, à reconnaître ses valeurs, ses forces, sa lumière, puis d'oser l'accomplissement, créer, exprimer, s'élever. L'accomplissement n'est pas un luxe, c'est un besoin humain fondamental. Puis enfin, transcender, se relier à plus grand que soi, servir, contribuer, aimer. C'est là que l'humain devient pleinement humain. Et je m'approche de lui, je lui offre un espace de lumière douce, stable, enveloppante. Je lui offre un soin de clarté, d'apaisement, de reconnaissance, des réparations des zones où il a porté trop seul. Maslow ferme les yeux, le reçoit, laisse tomber ses responsabilités anciennes, ses questionnements, ses charges. Il se laisse toucher par cette lumière. Il pose la main sur mon champ énergétique. C'est comme un soin qui est différent du mien, mais il est structurant, clarifiant, organisant. Il m'offre une colonne intérieure plus solide, une vision plus haute que ma mission, une confiance profonde dans mon propre sommet, puis une expansion dans mon axe créatif et spirituel. Puis ce soin donne une sensation de verticalité, de calme et de direction. Et puis, je lui offre une flamme blanche, un symbole de vérité, de pureté, de continuité. Sa flamme éclaire son œuvre dans ses plans subtils. Puis, il me tend un cristal doré, parfaitement transparent. Il dit, ce cristal contient la vision de ce que l'humain peut devenir. Garde-le dans ton cœur, il te rappellera que ta mission est d'élever, pas de convaincre. Et ce cristal s'est dissous dans mon champ énergétique. Juste pour vous dire que vous pouvez le recevoir en votre âme si vous désirez intégrer ces sagesses. Faites juste dire oui, âme, accepte si c'est bon pour ton évolution. Et c'est alors que Maslow a déposé sa main et s'est entouré de lumière. Je lui ai dit que ton âme soit bénie, que ton œuvre continue d'éclairer, que ta vision traverse les générations, que ton sommet intérieur rayonne dans tous ceux qui cherchent à devenir eux-mêmes. Merci de ta présence, ta sagesse, ton humanité.
Maslow incline la tête, puis il se retire doucement comme une conscience qui retourne à son plan d'origine. Et voilà, chers auditeurs, notre table ronde se referme pour aujourd'hui. Nous avons voyagé avec Abraham Maslow à travers les profondeurs et les sommets de la nature humaine, exploré sa vision du monde actuel, ses enjeux, ses solutions, et reçu de lui une sagesse qui continue de vibrer dans l'espace. Merci d'avoir été avec nous dans cette exploration intérieure, dans cette rencontre entre psychologie, humanisme et conscience. Si cette émission vous a touché, inspiré ou éclairé, je vous invite à la partager autour de vous, à vos proches, à vos amis, à vos communautés. Chaque partage contribue à faire circuler la lumière et la réflexion et la croissance. N'hésitez pas également à vous joindre à nos réseaux sociaux où je partage des contenus exclusifs, des réflexions, des transmissions et des invitations vibratoires tout au long de la semaine. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez accéder à mes services de médium multidisciplinaire, que ce soit pour des consultations individuelles, des lectures intuitives ou des méditations guidées, des ateliers et même des espaces de transformation. Toutes les informations sont disponibles sur mes plateformes. Merci à l'équipe de participer à chacune des émissions. Vous êtes précieux, cher Focus Group. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir deux icônes mondiales, deux femmes qui ont marqué la culture, la mode et l'imaginaire collectif, en Naomi Campbell et Elle Macpherson. Deux trajectoires puissantes, deux corps mystiques, deux consciences qui ont traversé la célébrité, la beauté, la pression, la transformation et qui portent chacune une histoire vibrante à raconter. Nous explorons leur parcours, leur essence, leur force, leur lumière et bien sûr, nous les inviterons probablement à notre table ronde céleste pour entendre ce que leurs âmes ont à dire. Soyez bénis, passez une très belle semaine. On vous souhaite un bon retour au travail si c'est le cas. Soyez bénis. Namasté.